Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire sur la surélévation en copropriété, opportunités et cadres d'intervention. Je suis ravi de vous avoir tous. Ce webinaire est organisé par Batilab. Pour ceux qui n'étaient pas connectés, je vous remercie de bien vouloir conserver votre micro ainsi que votre caméra éteinte pour la qualité de ce webinaire. Le webinaire sera découpé en 3 parties. Donc, en introduction, je me chargerai de faire une présentation du cadre réglementaire favorable à la surélévation. Ensuite, je laisserai la parole donc, à Claire Bernard et à Charles Crozon sur un retour d'expérience sur la maison sur les toits à Brest. Et ensuite, nous aurons une intervention de l'ARMEC par la personne de Marie-Hélène Duprat et Gilles Quignon sur une présentation aussi d'un retour d'expérience sur la résidence du château de Maurepas à Rennes. Nous finirons ensuite par un temps d'échange et une conclusion. Pour ce qui est des questions, donc vous avez le chat qui est ouvert. N'hésitez pas à mettre vos questions par écrit. Nous les traiterons toutes à la fin de ce webinaire. Donc, le cadre de l'intervention en surélévation est un cadre très large et très dense. Donc, je tâcherai d'être succinct. Tous les éléments, vous les retrouverez dans le webinaire sur le support qui sera ensuite mis en ligne. Donc, ce que je vous propose, c'est que je le balaye assez rapidement pour laisser plus de place aux différents retours d'expérience. À titre d'info, on a un document qui est sorti cette année sur la surélévation qui est très bien fait, qui a été coécrit par l'ANIL et plein de sources externes qui sont très bien faites. On a UpFactor qui a participé à cette rédaction, ainsi que l'Ordre des architectes, l'Ordre des géomètres experts, donc tous les parties prenants possibles sur une surélévation. Alors, si vous pouvez, s'il vous plaît, couper votre micro ainsi que la caméra pour les personnes qui arrivent, je vous remercie. Le temps du projet de la surélévation est un temps long. Il se décompose en plusieurs parties. On y retrouve principalement les études de faisabilité administrative et juridique, technique, les études de faisabilité financière, les différentes approbations en assemblée générale, et enfin, quand le projet est permis et souhaité, le dépôt de permis de construire, la réalisation et livraison. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une surélévation? Il s'agit d'une opération qui consiste à élever de un ou plusieurs niveaux un bâti déjà existant sans modifier son emprise au sol. On a différents types de surélévation qui sont possibles en fonction des bâtis et en fonction des plans locaux d'urbanisme. Aujourd'hui, le cadre réglementaire, il a évolué et il est de plus en plus favorable à la réalisation de surélévation. À ce titre, on peut citer le droit de la copropriété qui a très largement évolué en ce sens, avec notamment des applications en jurisprudence et les évolutions du droit vis-à-vis des votes en assemblée générale. On a aussi la création d'une priorité d'achat plutôt que d'un vote à l'unanimité dans les copropriétés. Donc, la priorité d'achat s'applique aux copropriétaires des lots qui sont au dernier étage. Et donc, ces copropriétaires, aujourd'hui, ne bénéficient plus qu'une priorité d'achat dans le cadre d'un projet de surélévation. Et s'ils ne veulent pas faire usage de cette priorité, à défaut, ils peuvent la transmettre à une tierce personne. Dans ce cas-là, on parle d'une cession de droit à bâtir. D'où la question qui est la maîtrise d'ouvrage. Donc, la maîtrise d'ouvrage, dans ces cas-là, ça peut être directement le syndicat des copropriétaires. Auquel cas, il porte le projet de surélévation en propre, accompagné souvent par un AMO ou directement par le syndic, ou ça peut être une réalisation par une tierce personne.
Dans ce cas-là, ça peut être, un promoteur immobilier, par exemple. Donc, comme je vous le disais, on a eu une évolution dans le droit de la copropriété. Au niveau des règles de majorité, on a eu des évolutions qui ont permis aujourd'hui de voter à l'article 26 la surélévation, ce qui est plus favorable qu'un vote à l'unanimité. On a des cas particuliers. Donc, principalement, quand on est dans une zone de préemption urbaine, ce vote peut se faire à l'article 25, par exemple. Cas contraire est du coup plus complexe quand on a des destinations à dernier étage ou en comble, on a des lots qui sont privatifs. On reste sur une unanimité requise puisqu'on vient modifier la jouissance de cette partie-là. Est arrivé aussi avec la loi climat résilience le projet de plan pluriannuel de travaux. Donc, comme n'importe quel outil, on pourra en discuter avec l'ARMEC tout à l'heure. Il peut permettre de faciliter un projet ou peut être aussi un frein à un projet de surélévation. Mais en l'occurrence, là, je vais essayer de le présenter comme étant un outil intéressant. Il permet de mettre en perspective sur plusieurs années les besoins de travaux d'une copropriété. L'intérêt principal de ce plan pluriannuel, c'est d'identifier les dégradations potentielles d'une copropriété et d'identifier les besoins en travaux qui vont avec, et donc un budget pour la réalisation de ces travaux. L'identification de ce budget est très intéressante puisque dans beaucoup de cas, il met en exergue le fait que la copropriété n'est pas forcément en capacité de financer l'ensemble des travaux pour la rénovation globale du bâtiment de copropriété. Et donc, une des solutions pour le financement serait de trouver une manne, une entrée d'argent qui peut se traduire par une surélévation. On a aussi une évolution du contexte urbain, avec dans le code de l'urbanisme, l'adoption de la loi ALUR en 2014, qui a permis de supprimer le coefficient d'occupation des sols. Donc, ce coefficient d'occupation des sols, dans beaucoup de cas, fermait le droit à construire sur une copropriété existante, puisqu'elle remplissait déjà l'ensemble des droits à bâtir sur la parcelle. On a aujourd'hui aussi des PLU qui sont de plus en plus favorables à la surélévation, puisque les politiques publiques et les stratégies territoriales tendent à diminuer les zones artificialisées en extension urbaine et à donner plus d'intensité aux centres-villes et aux zones déjà construites. Vous avez ici à votre droite, en illustration, le projet qui sera présenté par Claire Bernard juste après, de la surélévation à Brest. Dans le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation, on a aussi des règles de dérogation qui ont été créées, qui permet dans certains cas, de permettre des surélévations plus importantes. Vous avez donc l'exemple à Paris, juste en dessous en photo. Donc, si on suit le PLU, donc c'est des règles dérogatoires au PLU. Et donc, si on suit le PLU dans ce cas précis, vous pouvez le voir, on n'a que la possibilité de créer un seul étage sur la copropriété qui est ici identifiée. Donc ça, c'est en application du PLU. Mais grâce à cette dérogation, est possible finalement de réaliser 3 étages supplémentaires. Donc ceci n'est qu'une approche administrative, entre guillemets, puisqu'il faut aussi vérifier que le bâtiment est en mesure de recevoir une telle surélévation. Mais cette dérogation permet une souplesse suffisante pour ensuite trouver un équilibre financier à une opération.
Donc, comme je l'ai évoqué en introduction, le cadre réglementaire évolue. On a l'évolution dans le droit de la copropriété, dans le droit de l'urbanisme et dans le code de la construction et de l'habitation. Mais ensuite, il faut aussi passer par une étude de faisabilité technique et architecturale. Donc, cette étude, elle comprend quoi? Elle comprend une étude de structure, souvent, une étude de géotechnique afin de déterminer si les sols et les fondations sont en mesure de recevoir les charges supplémentaires qui s'appliquent au bâtiment. Une étude architecturale qui va souvent s'appuyer sur un DTG et après, dans le cas où les faisabilités structurelles et géotechniques sont favorables, donc on fait aussi passer les BE fluides et thermiques pour la compatibilité des réseaux. Une surélévation nécessite aussi l'intervention d'un géomètre expert et toutes les études relatives au dépôt de PC. Comme je disais, la surélévation est souvent l'occasion de faire une rénovation globale du bâtiment. Et donc, on peut avoir des études complémentaires quant à la réhabilitation. L'approche économique d'un projet de surélévation, on y retrouve forcément des dépenses. Donc, toutes les études préalables que j'ai pu citer précédemment. On a un coût administratif. Il faut prévoir donc les honoraires des différents intervenants, qu'ils soient géomètres experts, syndics, mais aussi les assurances, dommages ouvrages et tout risque chantier, ainsi que les frais de cession, donc les frais de notaire. Bien entendu, on retrouve aussi les coûts travaux, donc travaux de réalisation, les travaux de déconstruction, par exemple de déconstruction de la toiture, qui ne sont pas forcément pris en compte dans certains cas, et les honoraires de l'architecte. On a aussi quelques frais financiers qui viennent s'ajouter à cela. Donc ça, c'est les dépenses qu'il faut avoir en tête quand c'est une opération qui est faite directement par le syndicat des copropriétaires. Ce qui est possible de faire, donc quand on intervient dans le cadre d'une cession avec un tierce, c'est de négocier l'ensemble de ses coûts avec cette tierce personne qui peut le prendre à sa charge. Quand le droit à bâtir est suffisamment élevé, il peut avoir un reliquat et une redevance qui retombe au niveau des copropriétaires dans certains cas. Mais ça va dépendre de la valeur du droit à bâtir de cette surélévation. On a aussi des recettes, donc, comme je disais, c'est cette cession de droit de surélévation et une fiscalité qui est aussi favorable puisqu'on a des exonérations d'imposition sur la plus-value immobilière qui ont été mises en place, ainsi que dans certains cas d'exonération temporaire de la taxe foncière. Donc, pour conclure sur l'avancement du cadre réglementaire, différents enjeux qui vont avec la surélévation. On retrouve dans ces enjeux, pour les collectivités, un enjeu urbain et des enjeux sociaux, puisque les surélévations, c'est une manne pour éviter l'étalement urbain et contribuer à un urbanisme qui est davantage négocié plutôt que planifié. Ça peut permettre d'apporter de la mixité dans certains quartiers, que ce soit de la mixité d'usage ou de la mixité sociale, et bien entendu de créer des nouveaux logements. Des enjeux en termes d'architecture, puisque dans certains cas, et je laisserai Claire Bernard en parler, mais ça peut permettre une meilleure insertion paysagère et architecturale dans certains quartiers. Ça peut permettre aussi de nouvelles circulations au sein de certains bâtiments. Donc, quand on a deux copropriétés qui font une surélévation commune, ça peut permettre de débloquer certains sujets. On a aussi tous les avantages économiques qui vont avec la surélévation. C'est ce que j'ai pu évoquer juste avant. C'est créer de la trésorerie pour une copropriété. Pourquoi créer de la trésorerie? Parce qu'on a déjà la cession qui vient amener de l'argent tout bêtement. Mais aussi, on a une diminution des charges qui est mécanique du fait de l'augmentation du nombre de copropriétaires dans la copropriété. Au niveau environnemental, comme je disais, ça évite l'étalement urbain. Ça peut aussi, dans le cadre d'une rénovation qui est embarquée, augmenter la performance des enveloppes de la copropriété.
et pourquoi pas l'installation de systèmes ENR-R ou l'installation de végétalisation dans le projet. C'est aussi des projets qui peuvent être favorables à la santé, avec des sorties de précarité soit financière, soit énergétique, et la création de nouveaux espaces, de nouvelles vues, pourquoi pas de balcons incorporés dans le projet, et un aspect aussi de sécurisation, puisque cette manne financière peut permettre de résoudre des problèmes structuraux sur un bâtiment. Donc, voilà pour ma part. Je vais laisser maintenant la parole donc à Claire Bernard et à Charles Crozon sur le projet de surélévation à Brest, projet qui a été co-construit au niveau architectural avec Yannick Yegado. Claire, si tu veux allumer ton micro, je te laisse la Bon, là, Oui, c'est bon, on vous t'entend. m'entendez? Bonjour, Claire Bernard, architecte à Brest. Donc, oui, avec Yannick Chicato, on a eu cette commande en 2015 de réaliser une maison pour Charles et Sandra Crezon. Charles et Sandra qui ont d'abord cherché une maison aux alentours de Brest, parce qu'ils habitaient un immeuble depuis pas mal de temps. Et puis qui, pour finir, se sont dit, mais pourquoi on ne construit pas sur notre toit? Ce qui paraissait un peu farfelu. Mais je vais lui laisser la parole, puisqu'il est à côté de moi, pour vous raconter un petit peu cette histoire-là. Voilà, donc effectivement, Claire vient de le dire, on a eu cette idée, ou plutôt ma compagne a eu cette idée un jour de lancer, et pourquoi on ne construirait pas sur le toit, puisqu'on avait du mal à trouver quelque chose qui nous convenait. Et donc, on s'est adressé d'abord à un groupement d'architectes qui nous a fait un projet délirant, puis nous avons rencontré par hasard Claire, qui nous a dit, mais moi, je peux le faire à un coût raisonnable. Donc, nous nous sommes lancés dans l'aventure. Et après 2 ans d'études, nous avons lancé le projet d'une maison en bois, je dirais biosourcée, et qui, excusez-moi, là, je bute un peu, qui donc, après ces 2 ans d'études, a commencé à voir le jour, et qui a commencé par l'étude, chose évidemment verrou essentiel à lever pour pouvoir construire. Et pour la petite anecdote, ça a failli à un moment ne pas se faire parce que certains bureaux d'études peuvent être un peu frileux, et il est important de vraiment pousser cette analyse. Et donc, on a été amené à changer de bureau d'études structure, puisque le premier nous déconseillait fortement de construire sur cet immeuble de 1938. Et pourquoi? Tout simplement parce que cet immeuble était truffé dans son pourtour, sur les murs périphériques, de conduits de cheminée, qui effectivement, et le bureau d'études estimait qu'il fallait combler par du béton toutes ces conduits de cheminée, et le coût devenait exorbitant. Donc, on a trouvé Claire a trouvé un autre bureau d'études et qui a levé ce verrou, et sans problème. Donc, aujourd'hui, on est installé depuis 6 ans, et on voit bien que la structure n'a absolument pas bougé d'un millimètre. Au niveau de la copropriété aussi, peut-être? Alors, oui. Donc, évidemment, le deuxième verrou, ce sont les autres copropriétaires. Tout à l'heure, il a été évoqué la réglementation qui manifestement a un peu évolué, mais à l'époque, on l'a fait en 2015. Il fallait obtenir l'autorisation de la copropriété dans son ensemble, donc de l'ensemble des copropriétaires, plus une autorisation particulière pour les habitants du dernier étage, puisqu'il faut savoir que dans notre immeuble, nous sommes 3 copropriétaires au dernier étage. Nous avions un petit appartement, mais il y a 2 autres petits appartements plutôt, dont il fallait, pour les copropriétaires, nous donner l'accès, le droit de surélévation. Il fallait donc qu'ils cèdent ce droit-là, qu'ils nous cèdent ce droit-là, et ce qui a été fait sans problème.
Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, on avait, dans un premier temps, sur un projet de surélévation à 2 copropriétaires, hein, donc l'idée de surélever de 3 niveaux et non pas 2 comme nous l'avons fait. Bon, bref, finalement, on s'est retrouvé tout seul à mener cette surélévation. Que dire de plus? Non, ce qui est important, c'est que, alors, je pense qu'on a la chance, dans le cas présent, d'avoir, je dirais, un ensemble de copropriétaires plutôt sympathiques et qui ont tout de suite adhéré au projet. Et que je pense qu'ils y ont vu tout de suite l'intérêt pour la copropriété, puisque on a proposé d'emblée d'assurer non seulement la surélévation, bien sûr, pour notre usage personnel, mais également de rénover, de profiter de la mise en place d'un échafaudage pour rénover tout l'immeuble qui n'avait jamais subi de rénovation depuis 1938. Donc, tout le monde y a vu son intérêt, et d'autant plus que ça, c'est un point important, puisque a priori, on peut supposer qu'il faut acheter le droit de surélévation. Nous, on a monté un deal avec nos amis copropriétaires, et le toit était dans un état lamentable, il était bon à refaire. Et donc, on a pris la rénovation du toit à notre charge, et en plus, comme on faisait une surélévation, on a pris quelque part à notre charge l'isolation de l'ensemble de la toiture. Voilà, donc finalement, tout le monde y a trouvé son compte, d'autant plus que le fait de la surélévation amène aussi un autre intérêt qui est moins prégnant, mais tout de même à ne pas négliger, surtout si on vit, longtemps, 20 ans dans une copropriété, c'est la réduction, la multiplication des tantièmes, donc la réduction des charges pour l'ensemble des copropriétaires. Je pense que j'ai à peu près balayé le sujet. Ok. Bon, ben voilà, c'était une première expérience, mais c'est vrai que c'était très, très, très intéressant pour nous de voir tous ces avantages-là. Un couple qui arrive, il a déjà un terrain, parce que je ne sais pas si on l'a dit. Et donc, cet immeuble donc, de 1938, il comporte 4 étages. Charles et Sandra avaient un appartement de 40 mètres carrés au dernier étage. Donc, en fait, sa couverture, c'était une petite toiture zinc type terrasson. Voilà, on a l'image ici. Vous avez l'image de l'immeuble tel qu'il était avant la surélévation. Ce qu'on voit aussi, c'est les nombreuses cheminées dont parlait Charles tout à l'heure. Donc, nous, alors, est-ce qu'on peut revenir à l'image d'avant quand même pour présenter le quartier? Donc voilà, on est dans un quartier de diffus, de petites maisons des années 30, et puis il y a cet immeuble dans la rue qui est un peu comme un socle pour le futur projet. Et on voit derrière une urbanisation qui est un peu différente, on le voit sur la photo, donc de grands ensembles qui l'abordent au nord et à l'est. Donc là, notre projet avec Yannick Gigado, comme d'habitude, on a un peu regardé les orientations, les vis-à-vis, le vent. Donc là, on était très favorablement exposés puisqu'on pouvait, vous voyez, là, on le voit sur la photo aérienne, on pouvait ouvrir notre maison sur une terrasse au sud. Donc la commande, c'est vraiment une maison. Et ce qui fait la différence avec pas mal de projets de surélévation, c'est ce point-là. C'est-à-dire qu'on ne va pas construire entièrement notre terrain. Donc on est arrivé sur ce terrain. Ce terrain, il faisait 17 mètres de large, de front sur la rue, par une profondeur de 10 mètres. Donc, on a fait comme on fait d'habitude sur le plancher des vaches, mais là, c'était un terrain un peu plus réduit. Et puis, voilà, on a implanté la maison plutôt sur le nord et l'est, sur les côtés où on a beaucoup de vis-à-vis avec les grands ensembles. On a plutôt fait des parois fermées sur ces côtés-là.
Et on a ouvert beaucoup plus largement sur le sud, en dégageant aussi cette terrasse devant la maison. Là, ce qu'on peut voir sur la photo aussi de droite, c'est que ce projet il est composé de 2 parties. L'économie du projet était importante là. Hein. On avait fait une économie sur le terrain de prime abord. Maintenant, il nous restait, donc c'est un projet qui était on avait 267 000 € pour le réaliser. Et on a procédé comme on procède habituellement à l'agence sur les maisons, c'est-à-dire qu'on fait une partie isolée qu'on essaye de restreindre au minimum, puisque c'est celle qui coûte cher. Et puis, on réalise en extension, en prolongement, en fait, un jardin d'hiver dont on peut se servir une grande partie de l'année, et qui agrandit la maison. Et puis, troisième chose, avec un sol qui ne comporte pas du tout de différence de niveau, un sol commun, on peut aussi également ouvrir le jardin d'hiver sur l'espace extérieur. Est-ce qu'on peut regarder la photo d'après? Voilà. Alors, je remercie Quentin d'avoir fait ce PowerPoint. Donc là, ce que vous voyez, voilà, on voit les 2 façades sur la rue. On voit également, on a été accompagné par un bureau d'études thermiques qui nous a un peu recadré, puisqu'on avait fait des ouvertures beaucoup plus importantes là sur la façade sud qu'on voit là sur cette image. C'est une étude, une STD, thermique dynamique, qui nous a fait retravailler aussi la façade. On voit que l'essentiel de ce projet, finalement, c'est un toit. C'est un toit soulevé, et avec l'idée qu'on va dégager vraiment des vues entre le nord et le sud, et qu'on va pouvoir faire quelque chose de très traversant, aussi également pour des questions de ventilation naturelle du bâtiment. Donc on a, voilà, là vous voyez la coupe. Alors on voit à gauche une photo qui est assez intéressante, parce que ce qui nous a aussi beaucoup aidé, c'est que nous n'avons pas prolongé la cage d'escalier commune. C'est-à-dire, on va rentrer dans cet appartement de 40 mètres carrés existant au 3e étage, et c'est à partir de cet appartement qu'on trouve l'escalier qui nous amène dans la surélévation, et dans la partie isolée de la surélévation. Voilà, on voit aussi sur cette coupe qu'il y a une forme il y a pas mal de couches. On a un plancher qui est décomposé en plusieurs planchers. C'est-à-dire que structurellement, on était sur des murs gouttereaux qui sont des doubles parements moellons. Par contre, on a décidé de ne pas se poser sur le refend, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est composé de petits portiques là, qui correspondent aux circulations dans le logement. Ce qui nous a amené, parce qu'il a amené le bureau d'études structure à réaliser un dimensionnement des lamellés collés qui est assez important, puisqu'ils vont reposer sur les 2 gouttereaux, sans jamais s'appuyer au milieu, puisqu'on ne pouvait pas trop calculer cette structure-là. Donc à partir de là, voilà, là ce sont des images du chantier. Ça démarre par la dépose des conduits de cheminée, bon, après s'être assuré évidemment qu'ils ne sont pas en service. Un travail synchronisé des couvreurs et des charpentiers, avec des tronçonneuses tout simplement. On enlève les arbres à l'étrier, on conserve l'entrée de chacune des fermes, il y a aussi la structure des plafonds, c'est-à-dire que tout ça, ça se fait en site occupé. Les voisins du dessous sont là, il y avait 2 voisins en dessous qui vivaient là, et au fur et à mesure, recouverts, isolés et puis recouverts cette partie de plancher existant. Là, on voit les lamellés collés qui sont arrivés. Vous voyez le plancher à droite. Ce qui est peut-être important de dire, Ouais. c'est qu'à ce moment-là, on a pris le pari, pour des raisons économiques aussi, de ne pas faire de chapeau parapluie, malgré que nous ayons commencé le chantier en octobre. Exactement. En fait, on avait, je crois que c'était 30 000 € d'échafaudage supplémentaires à faire un parapluie comme on fait de façon courante. Donc là, on avait une simple bâche, un peu comme une nappe sur une table, une simple bâche qui était déroulée
provisoirement. Donc, c'est une membrane finalement qu'on a mis en provisoire sur le premier plancher. Voilà. Là, on voit les panneaux. Alors, vous avez pu voir sur la première image de la rue qu'il y avait énormément de câbles électriques et donc un projet qui a été conçu pour être préfabriqué, puisque finalement la partie isolée, c'est 4 murs, n'a pas pu être réalisé comme ça. On a dû tout réaliser sur le toit parce que les engins de levage ne pouvaient pas s'exprimer avec tous ces câbles. Donc, voilà. Là, à gauche, donc, vous voyez le jardin d'hiver, donc qui marche bien. Donc, parce que on est en Bretagne, climat océanique. Donc, en fait, une bonne partie de l'année, ça vous rajoute 20 mètres carrés. Tout à fait. Et il est occupé, ce jardin d'hiver, je pense, à peu près 12 mois de l'année. Voilà. Et on voit les panneaux solaires thermiques à droite, qui sont remarquablement efficaces. Charles, est-ce que tu peux nous parler du réemploi de la chaudière? Parce qu'il me semble que c'est la chaudière qui existait déjà sur l'appartement, qui a été réemployée pour une partie du chauffage ou le chaud sanitaire. C'est pour une partie du chauffage, effectivement, puisque le problème de cet ensemble d'appartements, en fait, on se retrouvait avec un appartement de 40 mètres carrés au troisième, et en fait, autant la surélévation se suffit à elle-même pour chauffer, en hiver et en été, quasiment toute l'année, je pense. Le poêle bois que nous avons acheté au 4e étage, donc dans la maison surélevée, suffit largement à chauffer à chauffer les quelques jours nécessaires en hiver. Par contre, il fallait effectivement, continuer à chauffer le 3e étage, parce que, comme tout le monde le sait, la chaleur ne descend pas. Et donc, cette petite chaudière suffit à d'une part chauffer le 4e, elle était existante, cette chaudière, et à faire la pointe d'eau, à peu près 30% d'un point d'eau chaude sanitaire nécessaire aussi pour l'ensemble de l'appartement. Voilà. Bon, je ne sais pas ce qu'on peut dire. Là, vous avez une vue à gauche de cette façade sud. Comme dit Charles, maintenant on sait faire, avec les bonnes orientations, on a de très très faibles besoins en chauffage. C'est plutôt la surchauffe qui sera à gérer, comme nous avait signalé le bureau d'études thermiques. Voilà, et là on peut dire que en hiver, même avec des températures négatives, le moindre rayon de soleil suffit à chauffer amplement. Et il est fréquent, je peux me dire que on arrive, quand on revient le soir en hiver, parfois à la maison, si on n'a pas pris la précaution d'ouvrir, on a facilement 30 degrés quand on revient. Donc, par contre, ce qu'il est important de dire, c'est que Claire nous a fait une maison traversante systématiquement, ce qui fait qu'il suffit d'ouvrir un peu au nord et au sud pour retrouver une quiétude en termes de température. Il y a toujours un balayage, quoi. Tout à fait. Aussi bien dans la maison que dans le jardin d'hiver. Claire, Voilà. Charles, est-ce que vous pouvez faire un petit commentaire sur les choix de matériaux que vous avez mis en œuvre, que ça soit en finition ou par exemple sur le bardage, etc. Ou les peintures? Alors, dans la commande, il était clair qu'on ne voulait que des matériaux biosourcés. Donc, ça, Claire a respecté, y compris pour l'ensemble du bois, y compris le bois de la structure. Donc, Claire a parlé tout à l'heure de la mêlée-collée. On ne voulait pas de bois traité. Donc, la commande a été respectée. Il n'y a aucun bois traité. Et ensuite, on a utilisé du Fermacell. Donc, aucun matériau biosourcé, aucun matériau qui ne soit pas biosourcé. Donc, toute l'isolation est faite en boîte de cellulose Et fibres de bois. et fibres de bois. Et pour terminer, les peintures que ma compagne chantier que ma compagne a pris à son compte sont entièrement des peintures naturelles, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, qu'elle a produit elle-même.
Bon, voilà. Merci Claire, merci On n'a Charles pour pas cette été trop long, présentation. ça va? Non, 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 c'était parfait. N'hésitez pas pour les participants du webinaire à poser des questions dans le chat. Nous y répondrons à la fin du webinaire. On reviendra sur les 2 projets qui sont présentés. Je vais maintenant laisser la parole donc à l'ARMEC pour présenter un autre projet, un autre retour d'expérience. Allez-y. Marie-Hélène Duprat, présidente de l'ARMEC, Association rennaise pour la maîtrise de l'énergie dans les copropriétés. Nous sommes une association qui est née en 2009 suite à un appel de Rennes Métropole qui souhaitait qu'un réseau de copropriétaires puisse se charger d'aider les copropriétés privées, les copropriétés résidentielles à s'engager dans la sobriété énergétique de leurs immeubles. Alors, nous sommes donc une association privée qui a maintenant bientôt 14 ans. Je ne sais pas si c'est l'âge ou la maturité, enfin, ça commence à compter tout de même. Et nous sommes une association totalement indépendante. Nous sommes tous bénévoles et tous donc engagés pour la maîtrise de l'énergie dans les copropriétés résidentielles. Alors, nos principaux objectifs, c'est donc de réduire bien sûr nos consommations énergétiques et bien sûr nos factures. Ensuite, de participer aussi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et puis également à prolonger la vie de nos immeubles, bien sûr, à augmenter le confort des habitants et puis aussi augmenter la valeur patrimoniale des copropriétés. Alors, nos missions consistent d'abord à sensibiliser, à informer, à accompagner les syndicats de copropriétaires, à les conseils syndicaux et puis tous les acteurs, bien sûr, qui sont concernés. Nous adressons à tous les acteurs qui sont concernés par la sobriété et l'efficacité énergétique dans les copropriétés résidentielles. Nous partageons nos expériences, nous partageons nos idées, nous partageons nos outils. Nous avons aussi de nombreux partenaires tels que des entreprises, toutes bien sûr qui exercent dans le cadre de la rénovation énergétique. Nous travaillons avec Engie Solutions, avec la SNPR, Energeco, avec un cabinet d'études, avec ISTA, avec le cabinet David Tranquille, avec une assistance à maîtrise d'ouvrage, ABC Conseil, aussi avec un syndicat de syndic, l'UNIS, et puis Isor Bâtiment, et nous avons aussi des soutiens, soutien de la ville de Rennes, soutien de Solia, du plan bâtiment durable, de Bâtilab, bien sûr, et puis de l'ALEC, et puis d'Éco-Travaux. Bon, voilà, j'ai fait le tour à peu près. Donc, nous aidons les copropriétés dans leurs projets de rénovation énergétique, mais pas seulement, nous les aidons aussi dans la gestion au quotidien de l'énergie. Donc, c'est important. Nous avons quelques outils à proposer. Nous avons un guide, une méthodologie pour engager une rénovation énergétique globale. Et nous sommes très, très attachés justement à ce que soit réalisé un audit global avec ces 3 volets, architectural, énergétique et financier, bien sûr. Et donc, nous avons aussi un site qui est, je crois, qui vient d'être rénové, qui est aujourd'hui, et je pense qu'on peut le consulter aujourd'hui, qui est en marche aujourd'hui. Nous avons aussi donc des réunions mensuelles, des réunions d'information avec des conférences donc d'experts et de spécialistes sur toutes ces questions d'énergie. Je crois avoir fait un petit peu le tour. Je ne sais pas si, Gilles, tu veux compléter.
Eh ben, je vais te laisser la parole alors, dans ces cas-là pour ton expérience de surélévation au château de Morpa. Oui, allez-y, allez-y. Bon, bonjour à tous et bonjour à Claire et Charles. Merci pour votre exposé qui rejoint un petit peu le problème, le projet qu'avait le château de Morpa à Rennes d'une surélévation. On a démarré ce projet dès 2010. On commençait à parler d'économie d'énergie et est venue l'idée ensuite d'une surélévation de 2 niveaux. Pour justement avoir des droits à construire et aider les copropriétaires à payer les travaux de BBC Rénovation. On a donc fait une étude globale. Alors, le projet était présenté à l'époque, c'était pas courant et difficile de trouver des structures qui répondent à ce genre de projet. On s'est adressé à l'ADEME à l'époque et constitué avec l'ADEME, le syndic de Rennes, Cabinet Lecomte, un groupe d'entreprises, bureau d'études thermiques et un major du bâtiment international, puisqu'il y avait une rehausse sur un immeuble de 70 logements, R+6. Les choses se sont bien présentées, bien avancées, sauf que au fil du temps, on a eu une étude structurelle, bien sûr, faite par le major du bâtiment, qui nous a démontré que c'était risqué de faire une surélévation pour des questions d'augmentation de masse sur l'immeuble, c'est-à-dire environ 5 tonnes par poteau. Et ce que vous venez de dire tout à l'heure, c'est une des conclusions que j'en ai tirées de cette étude. Je regrette, enfin, on regrette a posteriori de ne pas avoir fait refaire une expertise parce que le hasard a fait que j'ai pu rencontrer l'architecte qui était à l'origine de l'immeuble, qui était assez âgé, mais qui avait toute sa mémoire et se souvenait parfaitement de l'immeuble puisqu'il avait lui-même installé son cabinet. Et quand je lui ai expliqué où on en était dans le projet à ce moment-là et pourquoi on abandonnait pour la rehausse, il était un petit peu estomaqué. Il me dit, mais je vois vraiment pas quelle raison amène à cette décision. Je n'ai plus les plans parce que l'immeuble était fait depuis 50 ans. Donc, il n'avait plus les plans de l'immeuble. Donc, on est parti sur l'idée que ça n'était pas faisable. Mais avec le recul, on se pose la question si on n'aurait pas dû, comme vous le suggériez tout à l'heure, justement de faire une contre-expertise pour avoir une confirmation de la faisabilité ou pas. Toujours est-il que, du coup, on a abandonné complètement ce premier projet de BBC Rénovation. On est parti sur un deuxième projet BBC Rénovation sans rehausse. Alors, dans l'immeuble, par contre, il y avait d'autres problèmes qui se posaient et on n'aurait vraisemblablement pas pu de toute façon faire la rehausse. Vous verrez des images plus loin sur les idées qui avaient été avancées à l'époque. Entre autres, on avait eu la chance d'avoir le support de l'Institut Aménagement Urbanisme de Rennes, avec un groupe d'étudiants qui, à l'époque, cherchaient un thème et ont plongé sur ce thème-là parce que c'était un groupe d'étudiants avec aussi bien des architectes, des notaires, juristes, etc. Donc, on a eu un dossier formidable, plein d'idées, ça faisait même beaucoup. Et dans les idées, il y avait 2 projets de proposer, soit une remise en 2 immeubles, 4 étages et 2 étages plus loin, sur le reste de l'immeuble, soit 2 étages sur Déjà, ce qui a été présenté, en suivant le diapo. le diagnostic 2. Donc, sur les diagnostics, c'est le diapo que vous m'aviez envoyé. On suit un petit peu la présentation pour les personnes qui sont en face. Bon, là, vous avez une présentation des espaces extérieurs de la copropriété. Alors, on a de la place un petit peu derrière l'immeuble, entre autres. Et dans le projet de construction, il a été tenu compte un peu de cet espace aussi pour surélever l'immeuble, bien sûr, mais éventuellement grignoter un peu sur les espaces verts pour construire un petit bout d'immeuble qui aurait amené aussi des droits à construire. Et ça a été clairement rejeté par les gens dès le départ, les gens du départ. Donc là, les photos que vous voyez, c'est les photos de présentation de l'immeuble autour de l'immeuble. Avec en bas, c'est simplement la salle de réunion, il y a des parkings derrière l'immeuble.
Donc, pour faire des travaux, on a tout ce qu'il faut comme place sans être gêné. En off, tout à l'heure, M. Quignon, on évoquait les PPT, donc les programmes pluriannuels de travaux, comme étant un outil pour la réhabilitation. J'aimerais bien avoir votre retour du position de l'ARMEC là-dessus, puisqu'apparemment, c'est pas si, ça peut être, il peut avoir des biais à cet outil. Donc, c'est bien de les avoir en tête. Donc, si on peut les partager avec les participants du webinaire, c'est intéressant. Oui, point de vue réglementation, je reviens aussi sur ce que vous disiez, Claire, tout à l'heure. On était trop tôt nous, par rapport à la loi, parce que la loi qui, justement, empêche un droit de veto aux propriétaires du dernier étage est sortie juste après. Donc, il se posait deux problèmes. D'une part, le doute sur la faisabilité, et sur le plan réglementaire, 70 logements, vous n'auriez jamais eu 100%. Quoi. Et 10 appartements au dernier étage, il y aurait eu au moins un ou deux qui auraient voté contre, donc c'est une autre raison pour laquelle on a abandonné également. Alors sinon, pour le fait de faire des travaux BBC Rénovation, à l'ARMEC, on est pour la solution radicale qui fait mal quand ça passe, mais quand il faut la faire passer, mais c'est BBC Rénovation complète, avec un audit global. Et à l'ARMEC, on ne prend pas l'audit global de la réglementation, on a une conception de cet audit global qui intègre vraiment tout. C'est aussi bien le structurel que l'architectural, le financement, l'environnement, tout. D'ailleurs, un membre de l'ARMEC a mis au point une méthodologie de l'ARMEC, justement pour recommander aux gens comment faire et quoi faire, sans leur donner de contraintes. On n'est pas un bureau d'études. Alors, par rapport au PPT, le plan pluriannuel de travail, là, l'ARMEC n'y est pas favorable. On n'est pas contre. Ceci dit, expérience faite par des copropriétés de l'ARMEC, c'est très difficile, voire quasiment impossible sur des grosses copropriétés en tout cas, de faire un plan pluriannuel de travaux parce que vous êtes obligé de faire ça dans le temps. Bon, 3 ans, ça me paraît court, autant faire un BBC d'un coup. C'est moins compliqué à gérer pour tout le monde, aussi bien pour votre syndic que pour les entreprises. Et si vous faites un plan pluriannuel, vous partez dans des considérations dans le temps de changement de population, de gens qui vendent, de gens qui arrivent, etc. Et également, vous n'êtes pas garanti, et on voit aujourd'hui avec ce qui se passe sur le marché de l'immobilier, le coût des travaux, les délais de livraison, etc. Tout ça, c'est à prendre en compte dans le PPT. Si vous faites un plan BBC Rénovation complet, comme c'était notre cas, et celui de Marie-Hélène aussi, vous êtes quasiment sûr d'avoir un prix, un coût définitif, engagement pris par les entreprises pour aller au bout du projet sans trop de difficultés. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est toujours compliqué. Et le PPT, encore une fois, on a le cas de la copropriété de membre de l'ARMEC, qui est la seule à ne pas avoir voulu faire un BBC Rénovation complet d'un seul coup, et qui a fait une proposition justement de PPT. Et la première tranche a été faite en 2014, depuis il n'y a plus rien. Pourquoi il n'y a plus rien? Parce que, entre autres, à chaque vote, vous avez des gens pour et des gens contre. Alors, dans un petit immeuble comme le vôtre, c'est relativement simple, clair, mais dans un immeuble de 70 logements, il y a beaucoup d'avis divergents. Donc, dans cet immeuble, en plus, c'est un grand immeuble de Rennes, 140 et quelques logements. La première partie a été faite, donc il y a des gens qui sont isolés dans les extrémités de l'immeuble, par exemple, les autres pas. Il y a eu un peu de travaux ici et là, et du coup, ça pose des problèmes un petit peu relationnels, enfin à l'époque. Hein. Aujourd'hui, je crois que le projet est mis de côté complètement, mais ça pose des problèmes relationnels entre les gens, entre ceux qui reprochent aux uns de ne pas être allés suffisamment loin et ceux qui reprochent aux autres d'avoir fait faire des travaux dont ils ne sentent pas l'efficacité au point de vue économie d'énergie et autres. Donc, c'est la raison principale pour laquelle nous, on dit aux gens, aux membres de l'ARMEC, partez sur le BBC Rénovation directement, vous aurez tout votre temps après pour faire un PPT. Après, si vous mettez 3 ans, 5 ans pour un PPT, au moins vous partez, vous savez quoi faire. Mais dès le départ, faire un PPT, nous, on n'y est pas favorable. Voilà. Je vais reprendre la main pour la présentation, pour laisser la place aussi aux questions-réponses par la suite.
Je vais balayer rapidement le reste de la présentation sur le projet du château de Maurepas, si ça ne vous dérange pas. Ce sur quoi on voulait vraiment insister, c'était la phase diagnostique en amont. C'est vraiment primordial pour pouvoir mettre en place un projet quel qu'il soit de rénovation globale ou de surélévation. Ça permet de montrer tous les enjeux sur la copropriété. Ici, on voulait vous montrer que pour ce projet-là, on avait des espaces extérieurs qui étaient assez conséquents, ce qui permettait voilà, de faire évoluer le projet en termes de stationnement, en termes d'accessibilité. Comme évoqué par M. Quignon, donc, on a l'approche structurelle qui a été évoquée et analysée. Au niveau de la qualité de l'enveloppe, on avait quelques dégradations qui ont été identifiées lors de ces diagnostics. Donc, comme je vous le disais, c'est vraiment l'occasion, quand on part sur un projet de cette envergure-là, de faire vraiment un diagnostic général pour montrer quels sont vraiment les points singuliers de la copropriété et quels sont les points à traiter. Un des diagnostics qui a été réalisé, c'était une approche sociologique du syndicat des copropriétaires. Donc ça, c'est très utile pour pouvoir ensuite s'adresser au mieux lors des assemblées générales à l'ensemble des copropriétaires, d'avoir une approche qualité de qui on a en face de nous. Donc là, c'est plus pour l'animation des relations entre copropriétaires avec le syndic et avec les différents organes de la copropriété. Comme présenté par M. Quignon, ici, on voit bien un des projets qui avait été présenté par les étudiants, avec à droite un photomontage qui avait été réalisé. Donc, en jaune, vous pouvez voir une surélévation de 4 niveaux et en rouge, une surélévation de 2 niveaux. Autre proposition avait été faite d'une surélévation de 2 niveaux sur l'ensemble de la copropriété. Avec un sujet, les copropriétaires, je me fais garant de leur parole, c'était de plutôt favoriser du tertiaire sur les deux derniers étages. Et donc, il y avait toute une réflexion qui avait été faite sur les accès avec création potentielle de cages d'escalier et cages d'ascenseur. Et donc, la faisabilité, comme ça a été évoqué, a montré certaines limites à l'exercice. Et finalement, au regard des surcharges et du droit qui n'était pas forcément encore mature vis-à-vis du projet de surélévation, a été retenu un projet de rénovation globale BBC plutôt qu'un projet de rénovation globale BBC plus surélévation. Et donc aujourd'hui, voici une photo en cours de travaux. Donc si je ne me trompe pas, ça a été livré il y a quelques mois, quelques semaines. Début 2022. Début 2022. Et donc l'opération est une opération BBC et Finergie Réno. Donc là, sur la photo, vous avez à droite les meubles tels qu'il était, avec les balcons, avec des garde-corps, avec barreaux. Et puis au centre, la rénovation en cours. Et à gauche, une cage d'escalier qui est pratiquement terminée avec des nouveaux balcons et garde-corps. Alors, ce qu'il faut bien voir aussi, à droite, là, vous avez un demi-pignon, parce que ce sont deux immeubles qui sont maintenant, mais décalés un petit peu l'un par rapport à l'autre, comme ça, 5 mètres devant, 5 mètres derrière. Et ça se voit pas très bien. Enfin, il y a des reprises là qu'on voit qui ont été faites pendant le chantier pour protéger, mais un peu partout dans l'immeuble, il y avait des fissures que les gens ne voyaient pas nécessairement. Et quand on leur disait il y a des fissures, il y a des infiltrations. Oui, il fait froid chez moi, mais je ne vois pas de fissures. Bon. Alors, évidemment, dans l'appartement, on ne voit pas, mais quand les gens vont regarder dehors, moi j'habite dans cette partie-là, justement, à droite, l'hiver, avec l'humidité et autres, on ne dépassait pas les 18 degrés chauffage à fond, parce qu'il y a ces effets de refroidissement. Et aujourd'hui, on met pratiquement plus de chauffage d'hiver, grâce à l'isolation BBC. OK. Donc, moi, si vous voulez, en conclusion, pour l'expérience de Château de Maurepas, je dirais, faites la rénovation BBC, mais tentez le coup, d'entrée de jeu, de faire tout d'un coup. Et la rehausse d'immeuble, si vous pouvez le faire, faites-le, parce que c'est intéressant au point de vue financier. Et si vous arrivez à une conclusion, comme ça a été notre cas, négative par crainte, en quelque sorte, parce que l'architecte a été formel, j'ai fait sa connaissance, fait par hasard, d'ailleurs, si je ne le trouvais pas.
Et quand je lui ai montré le dossier et tout, il était formel, il m'a dit c'est pas possible. Donc, sauf que la décision était déjà prise de ne pas le faire. On était parti sur autre chose. C'était trop tard, on ne pouvait pas remettre ça. Et effectivement, il aurait fallu faire une contre-expertise. Voilà. Du coup, je remercie tous les intervenants, donc Claire, Charles et donc l'ARMEC pour leur participation. On va maintenant traiter les questions qui ont été posées dans le fil de chat. La première question évoque les problèmes de sismicité au regard des surélévations. Est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'il est prévu une évolution au niveau réglementaire de ce côté-là? De mon côté, je n'ai pas identifié d'évolution réglementaire au niveau national. Cependant, c'est véridique que c'est un vrai sujet pour les surélévations. Sujet actuel d'autant plus au regard du tremblement de terre qui a eu lieu la semaine dernière. Il ne faut pas sous-estimer, surtout sur les zones sismiques 3, le risque occasionné par un tremblement de terre. Donc, j'ai en exemple une étude qui est en cours sur le bassin rennais de surélévation, où effectivement la structure actuelle du bâtiment n'étant pas apte à recevoir une surélévation, a été fait le choix d'avoir une structure rapportée à l'extérieur du bâtiment, l'emprise au niveau parcellaire le permettant, et la rehausse étant suffisamment haute pour absorber les surcoûts de structure. C'est peut-être une réponse technique à un vide aujourd'hui réglementaire qui, on l'espère, sera comblé dans les quelques années à venir. Une deuxième question, là je vais l'adresser sur le projet de Brest. Une question sur le prix de revient. Au total, les coûts de travaux comprenant le ravalement de façade sur le projet de Brest, Claire, est-ce que tu peux nous éclairer à ce propos? Alors, Vas-y. moi, je pense, effectivement, excusez-nous, on aurait pu y réfléchir un peu plus, mais je vais donner des idées de grandeur. Claire parlait tout à l'heure de 267 000 € là, pour la construction. Donc, c'est pas le prix final, hein, puisque ça ne comprend pas les travaux intérieurs et l'équipement. Donc, nous, on est plutôt à 350 € au final pour la construction. Et le ravalement, c'était à peu près 25 000 €. Okay. Sachant qu'on a ravalé les deux façades avant-arrière et les pignons, la totalité. Ok, merci pour cette réponse. Alors, une seconde question a été posée par rapport à cet immeuble-là sur le côté structurel. A priori, on a plus ou moins répondu à la question dans la présentation, mais un petit complément, puisque on a évoqué la structure du plancher bas, donc une structure bas. Et il me semble qu'il y a eu un renforcement aussi périmétral avec, sur la maçonnerie existante, Claire. On a un chaînage en couronnement du mur existant qui fait juste 20 cm de haut sur la largeur des 50 du mur. En béton armé. Voilà, un chaînage béton, c'est tout. Okay. Voilà. Pour une question de répartition de la charge. C'est juste ça. Et Okay. juste, je voudrais dire quelque chose à Monsieur Quignon, là, c'est que nous aussi, à l'agence, on a essayé de faire des projets globaux comme ça sur des immeubles plus importants avec une proposition de surélévation et qui n'ont pas vu le jour non plus. Hein, c'est l'avantage là d'une maîtrise d'ouvrage privée très engagée, qui n'a pas eu peur, qui n'a pas eu froid aux yeux. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Et pourtant, il va bien falloir y arriver. La réglementation va certainement évoluer. Et voilà. Et par contre, ce que je voulais dire aussi, et ce qui n'est pas évident non plus, c'est qu'il faut aller assez avant dans les études. Notamment, il faut faire aussi en vie. Il y a un travail d'architecture, il y a une esquisse qui va plus loin que l'esquisse.
à réaliser. Et puis, dans ce diagnostic global, il y a aussi, vous montriez tout à l'heure, quand même, il y a les abords, il y a le paysage, il y a qu'est-ce qu'on va donner finalement aux gens qui habitent là. Et je pense qu'il y a pas mal d'opérations ici, là, dans cette petite opération. Ce qui est chouette, on voit la maison avec son jardin quelque part. Et dans des collectifs, maintenant aussi, on va offrir des jardins. En fait, il faut valoriser le projet de paysage, d'architecture, de qu'est-ce qu'on va offrir à la copropriété dont elle va pouvoir bénéficier. Quelque chose qui fasse un peu envie en bas et puis sur le toit, quoi. Donner en partage, en fait, ici, c'est aussi le ravalement qui est la base, quoi. Il y a le côté financier, mais c'est un ensemble, c'est un projet. Et c'est vrai que dans ces projets-là, ce qui n'est pas évident, il faut aller assez loin dans les études et puis il faut un peu s'accrocher pour que ça passe. Mais pour vous rassurer, nous aussi, on a eu des difficultés. Surtout. Claire, merci. Il y a eu pas mal d'échecs. On va conclure sur cette ouverture. Pour les questions qui restent en suspens, nous les traiterons la semaine prochaine. On les remettra par écrit pour répondre à toutes les questions. On en a encore plusieurs qui étaient très intéressantes. Je vous remercie tous pour votre attention. Je remercie encore les participants de ce webinaire pour leurs éclairages. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous. Merci, au revoir. Si, on va. Merci, au revoir. Il y a un là, mec. C'est dur le matin comme ça. Hein. Oui, bonjour, excusez-moi, j'ai été très retardataire là sur la présentation. Est-ce que la vidéo du webinaire va être diffusée ou mise en ligne? Oui, bien sûr, le webinaire sera mis en ligne courant de semaine prochaine. Et donc, les questions-réponses seront mises en ligne à ce moment-là aussi. Voilà. D'accord, ok. Et du coup, on sera prévenu comment, du coup, via le lien sur LinkedIn ou... L'ensemble ça sera envoyé par mail à l'ensemble des participants. D'accord, ok, super. Merci beaucoup. Belle journée à vous. Bien.